Mes parents ont acheté une maison de vacances et ont publié, rien de tel que de créer des souvenirs avec ceux qui comptent. Je n'étais sur aucune photo. Je n'ai pas fait de scène. Un mois plus tard, ils m'ont demandé de les aider à la meubler. J'ai dit, vous avez fait votre maison. Meublez-la avec eux. Le soir même, mon téléphone explosait de rage. Quand mes parents ont publié cette légende sous un carrousel de photos de famille ensoleillées dans leur nouvelle maison de vacances au bord du lac d'Annecy, j'étais assise dans mon appartement, les yeux fixés sur l'écran, me demandant comment une personne pouvait se sentir à la fois si présente et si invisible. Chaque photo semblait sortie d'une brochure, des heures dorées éclatantes, des verres de vin qui trinquent, quelqu'un qui rit toujours. Il y avait des photos de mon frère aidant notre père à installer le barbecue, de ma sœur allongée dans un hamac avec ses enfants, de ma mère enroulée dans une couverture sur la terrasse en regardant le coucher du soleil. Même le chien de la famille a eu plus de temps devant l'objectif que moi, parce que je n'étais sur aucune d'entre elles. Pas une seule. Et pourtant, j'ai payé 40% de cette maison. Pas une seule mention dans la légende. Pas un merci, pas même une identification. Juste, rien de tel que de créer des souvenirs avec ceux qui comptent. C'est moi qui avais trouvé la propriété en ligne alors que mes parents naviguaient nonchalamment et pensaient que l'idée d'une maison de vacances semblait amusante. C'est moi qui avais appelé l'agent immobilier, organisé la visite virtuelle et les avais guidés à travers le processus de préapprobation du prêt. J'y suis même allé en avion à mes propres frais pour la visiter en personne et vérifier les problèmes. La fosse septique était un désastre. Il y avait de la moisissure dans la salle de bain des invités. Les vendeurs étaient louches et ont failli se retirer 2 fois. Si je n'étais pas intervenu, n'avais pas fait jouer mes relations, fait avancer les choses et avancer ma part plus tôt, ils l'auraient perdu. Mes parents ont contribué à hauteur de 30%. Le reste a été partagé entre mon frère et ma sœur, et soyons clairs, ils ont viré l'argent après que tout ait déjà été arrangé. Ils n'ont assisté à aucune inspection, aucune réunion de planification, aucun échange juridique. C'était comme regarder des gens arriver à un dîner après que vous ayez déjà tout cuisiné, puis les écouter se disputer pour savoir qui soufflera les bougies. Alors, je suis restée silencieuse, même après la clôture de la vente, même après avoir appris par ma tante que ma sœur racontait aux gens que nos parents l'avaient acheté pour, nous, les enfants. Je me suis tue. Je les ai laissés avoir leur petite version de la vérité. Mais quand cette publication est apparue, quelque chose a basculé. Pas seulement parce qu'ils m'avaient exclu des photos, mais parce qu'ils avaient choisi cette légende. Ce n'était pas juste un voyage. C'était une déclaration. 2 semaines plus tard, mon père m'a envoyé un texto comme si de rien n'était. Salut, on remonte ce week-end. Peux-tu nous aider avec les meubles? Une virée chez Maison du Monde peut-être, et on veut aller dans quelques endroits plus haut de gamme. Il m'a fallu quelques heures pour répondre. J'y ai réfléchi. J'ai pensé à la façon dont j'avais moi-même conçu l'aménagement de la cuisine, comment j'avais passé 3 nuits à me disputer avec l'entrepreneur au sujet du revêtement de sol, comment j'avais été traité comme une copropriétaire quand il savait besoin de quelque chose. Mais maintenant que la partie amusante arrivait, j'étais soudainement un fantôme. Alors j'ai répondu, vous avez fait votre maison. Meublez-la avec eux. C'est tout ce que j'ai dit. À la tombée de la nuit, la rage a commencé. Appel manqué, long texto, un message de groupe passif-agressif de ma mère qui disait « C'est vraiment blessant quand les gens tournent le dos à leur famille sans raison ». Mon frère m'a envoyé un emoji pouce vers le bas et n'a pas donné suite. Ma sœur m'a accusé d'être manipulatrice. Mon père a juste écrit « Eh bien, très décevant ». Je n'ai pas répondu, mais j'ai fait des captures d'écran. Tout le monde, c'est drôle comme les gens vous montrent exactement qui ils sont dès que vous cessez de leur être utile. J'avais passé des mois à faire de cette maison une réalité. Ils avaient passé des jours à en faire un endroit où je n'existais pas. Et ils n'avaient aucune idée de ce qui allait suivre. Après que j'ai ignoré les messages, la discussion de groupe est devenue silencieuse, comme si quelqu'un avait éteint les lumières dans une pièce pleine de gens qui criaient. Mais je connaissais trop bien ce silence. Ce n'était pas une retraite. C'était une stratégie. Je pouvais déjà imaginer les conversations qui se déroulaient en coulisses. Quelqu'un suggérerait, laissez-lui juste de l'espace. Un autre dirait, elle a toujours été dramatique. Et ma mère mentionnerait certainement comment je garde les choses pour moi trop longtemps. Quelques jours plus tard, elle m'a envoyé un tableau Pinterest. Pas de message, juste un lien intitulé « Ambiance lacustre pour l'automne ». Il était rempli de palettes de couleurs bleu marine et crème,
de lanternes de Porsche et de plaids pliés sur des chaises couleur fauve. Comme si de rien n'était, comme si je n'avais jamais été effacé. C'était le ton qu'ils adoptaient toujours quand la culpabilité ne fonctionnait pas, faire comme si cela ne s'était pas produit et espérer que je reprendrais ma place. Je ne l'ai pas ouvert. Mon frère était moins subtil. Il m'a appelé pendant que je travaillais mais n'a pas laissé de message vocal. Puis il a texté, quoi que ce soit, passe à autre chose. Tu en fais des tonnes. C'est ainsi qu'il gérait la plupart des choses, rejeter la faute sur vous et appeler ça une solution. Quelques jours de plus ont passé, puis je l'ai vu. Ma sœur a publié une story d'elle et de mon frère luttant pour transporter un canapé en kit sur le Porsche. La légende disait, pas de Léa cette fois, alors je suppose qu'on le fait à la dure. Oh, il n'y avait pas d'identification, pas de clin d'œil, juste une photo plate et une phrase lourde de sens. Comme s'ils étaient fiers de prouver quelque chose. Ils ont continué à la meubler mal. J'ai regardé pendant qu'ils faisaient erreur sur erreur. Un canapé 2 places d'extérieur qui était destiné à l'intérieur. Une télévision murale accrochée si bas qu'elle ressemblait à un pare-feu de cheminée. De fausses plantes dans chaque pièce parce que personne ne voulait faire le trajet assez souvent pour arroser quoi que ce soit. Puis les problèmes ont commencé. La plomberie s'est bouchée après qu'un des enfants a jeté un jouet dans les toilettes des invités. Il y avait une fuite au plafond de la buanderie. Ils ont manqué un paiement sur l'estimation de la taxe foncière parce que personne n'avait configuré les alertes. Le voisin a laissé une note tapée à leur porte à propos du stationnement trop près de son allée. Il a menacé d'appeler le département la prochaine fois. Et pendant tout ce temps, ils ne m'ont pas appelé. Pas au début. Au lieu de cela, je l'ai appris par mon cousin Thomas, qui m'a envoyé un texto après avoir vu mon père à une fête d'anniversaire. Il a dit que mon nom avait été mentionné. Je me suis préparé. Apparemment, mon père avait dit que j'étais froide ces derniers temps, que j'avais un problème de contrôle et que je faisais toute une histoire pour quelques milliers d'euros. J'ai payé plus de 185 000 € pour cette maison. Je l'ai trouvée, l'ai empêchée de tomber à l'eau 3 fois et ai mené le projet à son terme. Mais maintenant, j'étais réduite à quelqu'un qui agissait comme si elle en était la propriétaire. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que je ne serais plus l'aide silencieuse. Je suis allé dans le Google Drive partagé que nous avions utilisé pour tout le processus. J'ai retiré tous les fichiers que j'avais téléchargés, devis d'entrepreneur, factures que j'avais payées d'avance, virements bancaires, notes d'inspection, reçus d'appareils électroménagers. Tout ce qui portait mon nom a disparu. Le seul document que j'ai laissé était un unique PDF, l'accord de propriété avec mes 40% clairement décrits et paraphés par nous tous. Je n'ai pas dit un mot. Je les ai juste laissés le remarquer. 2 jours plus tard, ma sœur a appelé. Elle n'a pas perdu de temps. Elle m'a dit qu'ils étaient à court d'argent, qu'ils avaient atteint le plafond de leur carte de crédit pour les rénovations et que mon frère avait contracté un prêt personnel. L'avis de taxe foncière les avait pris par surprise, et ils essayaient d'éviter de prendre du retard avant l'hiver. Elle m'a demandé si je pouvais aider à tenir le coup jusqu'au printemps. J'ai dit non. Pas avec colère, pas avec émotion, juste non. Il y a eu une longue pause avant qu'elle ne raccroche. Plus tard dans la nuit, ma mère a laissé un message vocal. Elle a dit que je punissais la famille, que je choisissais l'argent plutôt que l'amour. Mon frère a publié quelque chose de vague sur les gens égoïstes qui se cachent derrière des limites. Mon père m'a transféré un article sur la façon dont les frères et sœurs perdent contact par orgueil. Et juste comme ça, je suis devenue la méchante. Mais aucun d'eux n'a vu ce qui allait arriver. Pas encore. Après avoir dit non à ma sœur, tout a changé. Les fausses inquiétudes ont cessé. Les nouvelles ont disparu. La discussion de groupe est restée silencieuse. Plus d'émojis. Plus de messages, petites questions. C'était comme si j'avais été exclu d'une île que j'avais aidé à construire. Mon frère a cessé de me suivre sur Instagram, puis m'a bloqué 2 jours plus tard. Ma mère est devenue silencieuse. Mon père n'a même pas pris la peine de me faire culpabiliser cette fois. Il a tout simplement disparu. Cela aurait été bien, sauf que j'ai soudainement commencé à recevoir des textos vagues de la famille élargie. J'espère que tout va bien. J'ai vu ta sœur l'autre jour, elle a dit que tu traversais une période difficile. Ta mère a mentionné la maison de vacances. Tu veux en parler? Je savais ce que cela signifiait. Les réécritures avaient commencé. Je n'ai rien dit. Je les ai laissés deviner,
les ai laissés construire leurs histoires. Puis j'ai reçu un appel de ma cousine Hélène. Elle ne se mêle généralement pas des drames familiaux, mais elle a appelé pour demander s'il était vrai que je refusais d'aider à entretenir la maison. J'ai juste ri. Elle a dit qu'elle avait entendu mon père lors d'un barbecue familial expliquer à quelqu'un que Léa a décidé que la maison n'avait plus d'importance pour elle, et qu'elle agit de manière distante depuis que nous avons tous essayé de l'inclure. Il a vraiment utilisé le mot « inclure ». 40%. J'ai payé 40%. J'étais la raison pour laquelle ils avaient même cette maison. Mais maintenant, selon la version qu'ils vendaient, j'étais la personne froide et avare, la sœur qui avait pris du recul sans raison, celle qui choisissait l'argent plutôt que la famille. Et juste comme ça, je suis devenu une histoire édifiante à chaque réunion de famille. Pendant ce temps, les choses ont commencé à s'effondrer. Silencieusement au début, les réparations qu'ils avaient ignorées ont commencé à s'accumuler. La fuite de plomberie est revenue. Ils ont essayé de la réparer eux-mêmes et se sont retrouvés avec de la moisissure dans le placard de la buanderie. Mon frère a accidentellement laissé la porte arrière déverrouillée, et un raton laveur est entré, a ruiné l'un des nouveaux tapis et a rongé le placard du garde-manger. Les taxes foncières étaient plus élevées que prévu parce qu'ils avaient sous-estimé l'augmentation de la valeur de la zone. Et quand l'hiver est arrivé tôt, ils ont réalisé qu'ils n'avaient pas correctement préparé les tuyaux pour l'hiver. C'était un désordre très coûteux, et toujours pas d'excuses. Ce qui a empiré les choses, c'est à quel point ils sont devenus têtus. Ils se sont entêtés. Ma sœur a publié cette longue légende dramatique sur Facebook sur le fait que, la famille, c'est ceux qui sont présents, pas ceux qui signent des chèques, ceux qui n'étaient même pas subtils. J'ai dû arrêter complètement de regarder leurs publications. Chacune ressemblait à une gifle publique. La Toussaint a été la confirmation finale. Ils l'ont organisée à la maison de vacances, même s'ils avaient clairement des difficultés. Mes parents ont invité la famille élargie. Des photos ont été publiées ce soir-là, des assiettes de nourriture, des bougies à la citrouille, du bois de chauffage empilé près de l'âtre. Ma place à table n'a jamais été mentionnée. Ils m'avaient remplacé par une esthétique. Puis, 3 jours plus tard, mon frère m'a envoyé un texto. « Salut, on doit parler de la taxe foncière. Elle est due et personne d'autre ne peut la couvrir en ce moment. » Pas de salutation, pas d'explication, pas de prise de responsabilité, juste un problème jeté sur mes genoux. J'ai répondu, j'ai déjà payé ma part. C'est dans l'accord. Il m'a laissé en lu. Plus tard dans la nuit, ma sœur m'a envoyé un de ces longs textos. Ce n'était pas une demande, c'était une performance. Elle a parlé de la difficulté des derniers mois, de la façon dont ils essayaient de faire fonctionner les choses, de sa conviction que je n'avais jamais voulu blesser personne, et que peut-être je pourrais aider, juste cette fois, parce que, ils auraient fait la même chose pour moi. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose que j'aurais probablement dû réaliser plus tôt. Ils ne se sentaient pas coupables. Pas vraiment. Ce que je leur donnais leur manquait, et ils commençaient à réaliser que je ne reviendrais pas. Après le long texte soigneusement formulé de ma sœur sur le fait qu'ils essayaient juste de faire de leur mieux, je n'ai pas répondu. Je ne l'ai même pas ouvert complètement. J'ai juste laissé l'aperçu sur mon écran de verrouillage, point tu te souciais plus que ça avant. Je l'ai regardé pendant 1 minute, puis j'ai laissé l'écran devenir noir. Ils voulaient que je me sente coupable. Ils avaient besoin de cette version de moi, celle qui laisserait tout tomber pour réparer leurs dégâts et financer leur paix. Cette version de moi n'existait plus. 1 semaine plus tard, j'ai reçu une lettre recommandée. Pas du département, pas de la banque, mais d'un avocat, celui de mon père. Apparemment, c'était une demande de réévaluation temporaire de l'accord de propriété, basée sur ce qu'ils appelaient ma non-participation à la gestion de la propriété et à l'entretien partagé. C'était surréaliste. Ils essayaient de réduire légalement ma participation dans la maison que j'avais trouvée, financée et construite avec eux parce que je ne voulais plus jouer à leur jeu. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas crié. J'ai transféré la lettre à mon avocat et j'ai continué ma journée. 3 jours plus tard, leur avocat avait tout abandonné après avoir examiné l'accord original. Il était irréprochable. Ironiquement, je l'avais rendu irréprochable en pensant que cela nous protégerait. Mais le fait qu'ils aient même essayé, c'est ça que je n'arrivais pas à oublier. Il ne s'agissait plus de famille. Il s'agissait de pouvoir. Et ils pensaient que je serais trop honteuse ou trop sentimentale pour riposter. Ils avaient tort. Puis, de nulle part,
j'ai reçu un message sur LinkedIn d'une femme dont je n'avais jamais entendu parler, quelqu'un qui travaillait dans le marketing, apparemment une amie de ma sœur. Elle s'est excusée pour la manière étrange de me contacter mais a dit qu'elle se sentait mal à l'aise de rester silencieuse. Elle avait entendu ma sœur lors d'une soirée dire aux gens que j'avais des problèmes de santé mentale, que j'essayais de punir nos parents parce que, elle a toujours eu besoin de se sentir en contrôle. Elle a dit qu'il craignait que je ne vende ma part à un inconnu et que j'avais ruiné l'avenir de la famille. La femme a terminé son message par « Je ne vous connais pas, mais vous ne ressemblez en rien à la façon dont elle vous a décrite. Je pensais juste que vous devriez le savoir. » Je n'ai pas répondu, mais je l'ai lu 3 fois. Je me suis déconnecté de LinkedIn, j'ai supprimé l'application, puis j'ai ouvert mon tableur d'épargne. Ils savaient que j'avais de l'argent. Ils l'ont toujours su. C'est pourquoi ils n'avaient pas peur de se faire des ennemis avec moi, car au fond, ils étaient sûrs qu'ils auraient encore besoin de moi. Et pile au bon moment, c'est arrivé. La tentative de refinancement. J'ai reçu un appel de la banque me demandant une signature pour avancer sur un prêt pour la propriété de vacances, un prêt que je n'ai jamais demandé. Mon nom était sur l'acte de propriété, et ils ont essayé d'avancer sans moi. L'agent de crédit avait signalé la structure de propriété parce que les documents ne correspondaient pas à leur affirmation de contrôle total. Si je n'avais pas ajouté de clause supplémentaire lors de l'achat, exigeant un consentement conjoint pour toute opération financière, cela serait passé. Je ne m'étais jamais senti aussi épuisé et aussi lucide en même temps. Ils n'étaient pas seulement pleins de droits, ils étaient imprudents. Je n'ai rien dit. Je ne les ai pas confrontés. J'ai mis à jour mes restrictions d'accès, retiré les derniers documents partagés du cloud et soumis un avis au cadastre du département renforçant ma part de propriété et bloquant toute tentative de refinancement futur sans consentement écrit. Puis j'ai attendu. L'hiver a frappé plus fort que prévu cette année-là. Une tempête a coupé le courant pendant 3 jours. Les tuyaux de la salle de bain des invités ont éclaté. L'assurance a couvert une partie, mais pas tout. Les planchers ont gondolé, les cloisons sèches se sont déformées, et le chauffage, déjà chancelant, a complètement lâché. C'est là que les textos ont recommencé. D'abord de ma sœur, « Tu refuses toujours d'aider ? Sérieusement ? » Puis de mon père, « Léa, tu en as les moyens. Tu choisis de laisser ta famille en difficulté. » Puis ma mère a appelé. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message vocal, et je ne l'ai toujours pas écouté. J'ai commencé à recevoir des captures d'écran d'un cousin montrant des messages de groupe qu'il publiait à mon sujet. Ma sœur a dit que j'étais méchante. Mon frère m'a appelé, un fantôme avec un carnet de chèques. Ma mère a dit à quelqu'un que j'y étais gentil avant. Ce soir-là, j'ai appelé mon avocat et lui ai demandé ce qu'il faudrait pour vendre ma part. Il a dit que c'était possible, délicat, mais faisable. Il m'a demandé si je voulais vraiment aller jusqu'au bout. Je lui ai dit que je n'avais pas encore décidé, mais je l'avais fait. Il pensait que je ne partirais jamais, mais je l'avais déjà fait. Il ne l'avait tout simplement pas encore remarqué. Après l'échec du refinancement et que l'hiver eut ravagé la maison comme pour régler un compte, mon silence a dû commencer à leur paraître plus assourdissant. Je n'ai pas répondu à leurs messages, à leurs textos chargés de culpabilité, ni aux légendes Facebook soigneusement élaborées qui se lisaient comme des lettres indirectes à mon intention. Je les ai simplement laissés parler à l'espace où je me trouvais autrefois. Mon téléphone est resté plein de messages non lus, mais je continuais à lire d'autres choses à la place, des courriels de mon avocat, des offres d'investisseurs, des tableurs. J'avais commencé le processus d'évaluation de ma part de la maison. Silencieusement, sans annonce, sans révélation dramatique, juste des mesures prises dans une direction qu'ils n'auraient jamais cru que je prendrais. Et puis les choses ont commencé à s'effondrer plus vite que je ne l'avais prévu. Mon frère a été licencié. Une restructuration complète, sans avertissement. Un jour, il publiait des selfies professionnels depuis sa voiture, le lendemain, il se plaignait en ligne de la trahison de l'entreprise et des « nouveaux départs ». Je savais qu'il n'avait pas de matelas de sécurité. Il a toujours été du genre à étirer chaque euro et à appeler ça vivre librement. Une semaine plus tard, mon cousin m'a envoyé un texto pour me dire que le mari de ma sœur était de nouveau à l'hôpital. Quelque chose au cœur. Les factures avaient déjà été élevées la première fois. Maintenant, ils parlaient de refinancer leur propre maison juste pour rester à flot. Quant à mes parents, j'ai appris par quelqu'un d'autre qu'ils avaient discrètement commencé à puiser dans ce qui restait de leur épargne retraite. Ce retrait temporaire qu'ils avaient fait pour investir dans la maison de vacances? Il était parti.
La maison ne prenait pas de valeur. Personne ne voulait la louer en basse saison. Et après l'éclatement des tuyaux, il n'avait même plus assez pour remplacer le chauffage sans contracter un prêt. Et pendant tout ce temps, personne ne s'est excusé. Pas directement, même pas de loin. Ils ont gardé leur fierté et ont subi les conséquences. Au lieu de la responsabilité, ils ont choisi le blâme. J'ai commencé à voir des pics vagues en ligne. Ma sœur a publié quelque chose comme « Ce sont toujours les personnes les plus proches de vous qui vous regardent lutter et ne disent rien ». Quelques jours plus tard, mon frère a partagé une citation sur les gens qui ne se soucient que lorsque cela leur profite. La version de ma mère était plus silencieuse. Elle a appelé des parents et a pleuré, a dit qu'elle ne comprenait pas ce que j'étais devenu. Mais ils ont pris soin de ne jamais me le dire. La vérité, c'est que je n'étais devenu rien. J'avais juste arrêté d'aider des gens qui pensaient que je leur devais plus qu'à moi-même. Puis, de nulle part, une femme m'a envoyé un message sur LinkedIn. Elle a dit qu'elle ne voulait pas s'impliquer, mais qu'elle pensait que je devrais savoir que ma sœur avait parlé de moi à une fête d'anniversaire. Elle a dit aux gens que j'étais instable, contrôlante et que j'avais ruiné ce qui aurait pu être une belle chose. Elle a même prétendu que j'avais prévu de les couper de ma vie depuis le début. J'ai remercié la femme et me suis déconnecté. La même semaine, j'ai reçu un appel de la banque. Quelqu'un, mes parents, avait de nouveau essayé d'utiliser la maison comme levier financier. Il ne me l'avait même pas dit. La seule raison pour laquelle le processus s'est arrêté était à cause du blocage juridique que j'avais déjà mis en place. Et c'est là que j'ai su qu'ils étaient désespérés. Cette maison n'était plus un rêve. Elle les entraînait vers le bas. Et la seule personne qui pouvait leur lancer une corde était moi. Mais ils avaient brûlé tous les ponts entre nous et laissé les cendres bien en vue. Ce vendredi-là, mon avocat m'a envoyé par courriel 3 noms des acheteurs, tous réels, tous intéressés. L'un d'eux a offert un paiement comptant, au-dessus de la valeur estimée de la part, juste pour conclure avant la nouvelle année. Je n'ai pas accepté, mais je n'ai pas refusé non plus. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 5 appels manqués de ma mère. J'ai pensé que quelqu'un était peut-être mort. Puis on a frappé à la porte. Mes parents étaient là. Je ne les avais pas vus depuis près d'1 an. Ma mère tenait une petite boîte de pâtisserie du café près de mon ancien bureau. Mon père avait l'air de ne pas avoir beaucoup dormi. Ils n'ont pas demandé à entrer. Ils sont juste restés dans le couloir comme s'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient là. J'ai attendu. Finalement, ma mère a dit « Nous sommes allés voir quelqu'un ». J'ai demandé « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Un moine, a-t-elle dit. Quelqu'un que ta tante a recommandé. Il nous a demandé ce qui n'allait pas. Et quand nous lui avons raconté, il a dit « Ce n'est pas une coïncidence ». Il a dit, quand quelqu'un donne de son cœur et est rejeté, cela crée une dette. Cette dette attire le malheur. Mon père a hoché la tête. Nous n'y avons pas cru au début, mais tout s'effondre depuis. Depuis que tu as arrêté de nous parler. Ils n'étaient plus là pour se disputer. Ils étaient là pour se rendre. Il a dit que nous devions réparer les choses, a poursuivi mon père. Que nous devions te demander pardon, sinon les choses ne changeront pas. Que l'énergie doit être purifiée. Je les ai regardés et n'ai pas ressenti grand-chose au début. Pas de colère, pas de soulagement, juste de l'incrédulité que cela ait pris autant de temps pour qu'ils voient ce qu'ils avaient fait. J'ai demandé, pourquoi maintenant? Mon père a regardé le sol. Parce que nous ne savons pas quoi faire d'autre. Je ne les ai pas laissés entrer. Nous avons parlé dans le couloir. Ils se sont excusés. Ma mère a pleuré. Mon père a dit qu'il était désolé d'avoir essayé de monter le reste de la famille contre moi, qu'ils auraient dû reconnaître ce que j'avais donné, ce que j'avais porté, ce que j'avais construit pour eux. Et après tout cela, je leur ai pardonné. Mais je ne suis toujours pas revenu. Ils pensaient que le pardon signifiait que tout était réparé. Mais le pardon ne signifie pas l'accès. Plus maintenant. Après qu'ils eurent quitté mon appartement ce soir-là, le couloir sentait l'air froid et le sucre de boulangerie. Et je suis resté là avec les pâtisseries encore à la main, ne sachant pas si je devais en rire ou les jeter. Il n'y avait aucune satisfaction dans leurs excuses, aucun sentiment de justice, juste 2 personnes qui étaient à court de moyens pour continuer à prétendre qu'ils étaient les gentils. Ils sont allés voir un moine. Cette partie résonne encore dans mon esprit parfois. Pas un thérapeute, pas un médiateur familial, un moine. Parce que quand rien d'autre ne fonctionnait, quand la manipulation,
la culpabilité et les menaces légales avaient tout échoué, ils se sont tournés vers quelque chose de spirituel, non pas par illumination, mais par désespoir. Le moine leur a dit qu'ils avaient créé une dette, que demander pardon était le seul moyen d'arrêter l'effondrement, que le malheur s'était attaché à eux parce qu'ils avaient fait du tort à quelqu'un qui donnait librement. J'étais cette personne, et ils le savaient. Ils pensaient que cette nuit dans le couloir était la fin, que leurs excuses remettraient les compteurs à zéro, que je reviendrais. Ils ne comprenaient pas que le pardon n'est pas une machine à remonter le temps. Il n'annule pas ce qui a été fait. Il ferme juste une porte et vous empêche de traîner la pourriture dans la pièce suivante. La semaine suivante, les choses sont devenues étranges. Ma sœur a envoyé un long courriel intitulé « Nouveau départ », avec des puces de vraies puces parlant de la façon dont nous pourrions reconstruire la communication et suggérant que nous fassions un voyage d'un week-end, juste elle et moi, pour guérir. Comme si elle n'avait pas passé la meilleure partie de l'année à dire du mal de moi à quiconque voulait l'entendre. Mon frère m'a envoyé un seul texto, « Trêve ». C'est tout ce qu'il disait. Pas de contexte, pas de suite. Ma mère a recommencé à me transférer des annonces, des chalets, des propriétés en bord de mer, des maisons à rénover avec des notes comme « ça pourrait être amusant de construire quelque chose de nouveau ensemble un jour ». Je n'ai même pas ouvert les liens. Il faisait comme si l'année écoulée n'avait été qu'une simple mauvaise passe. Comme si l'ouragan n'avait pas rasé la moitié de la maison. Puis est venue la lettre. De mon père, écrite à la main, ce que je n'avais pas vu depuis l'enfance. C'était écrit avec soin, presque trop de soin. Il disait qu'il ne s'attendait pas à ce que je revienne, mais que le chauffage de la maison de vacances était officiellement mort. Les chauffages d'appoint ne suffisaient pas. L'assurance ne couvrait pas ce qu'il pensait. Il prenait du retard. Il a dit qu'il ne demandait pas la charité, juste de l'aide d'un prêt temporaire. Il a promis qu'il me rembourserait. C'est ça qui a déclenché quelque chose en moi, parce qu'il me devait déjà plus que de l'argent, du respect, de la reconnaissance, de la vérité, toutes les choses qu'ils avaient refusées jusqu'à ce que leur vie commence à s'effilocher. Et il pensait que quelque « désolé » me ferait oublier le coup. Il ne savait pas que j'étais déjà à l'étape finale. L'acheteur avec qui j'avais parlé, celui qui ne se souciait pas des complications familiales, était toujours intéressé, toujours en attente. J'ai envoyé la confirmation finale à mon avocat le lendemain matin. En une semaine, ma part de la maison de vacances ne m'appartenait plus. Les papiers étaient signés. Le virement bancaire était passé. Mon nom n'était plus sur l'acte de propriété. C'était fini. Ils l'ont découvert de la manière dont les gens comme eux le découvrent habituellement, en essayant de faire un mouvement et en réalisant que le jeu avait changé. J'ai reçu un appel de mon frère. Il avait l'air épuisé. Il a dit, « Alors, tu l'as vraiment vendu ?» Je n'ai pas répondu. Il a soupiré, puis a dit, « Tu as vraiment eu le dernier mot. » Il avait tort. Ce n'était pas le dernier mot. C'était juste la première fois que je me choisissais complètement. Ma mère a laissé un dernier message vocal après ça. Celui-ci, je l'ai écouté. Elle n'a pas pleuré cette fois. Elle n'a pas supplié. Elle avait juste l'air calme, fatiguée. Elle a dit, « Tu avais raison. Nous pensions que le pardon signifiait que nous te récupérerions, mais nous n'avions pas réalisé que le pardon ne signifie pas que nous pouvons te garder. » Puis elle a dit, « Tu as donné plus que nous tous, et nous ne t'avons donné que des conditions. Nous sommes désolés. Nous sommes vraiment désolés. J'espère juste que tu vas bien. » Je vais bien. La maison est toujours là, mais j'ai entendu dire par quelqu'un qu'ils essaient de la vendre maintenant. Hors marché, discrètement. Pas seulement parce qu'ils ne peuvent pas se le permettre, mais parce que personne ne veut plus y être. L'endroit semble lourd, ont-ils dit, comme si quelque chose y avait été perdu et n'était jamais revenu. Ils avaient raison.